Femme de pouvoir, homme de pouvoir. Si les hommes et les femmes sont fondamentalement différents dans leur spécificité et leur fonction pour le groupe, et si les hommes trustent majoritairement depuis des millénaires les postes de pouvoir, c'est-à-dire les postes où sont prises les décisions concernant l'avenir du groupe, les femmes, dans certaines conditions, peuvent s'avérer bien supérieures aux hommes quand elles arrivent au sommet de la chaîne décisionnaire et endossent le rôle de chef suprême, celui à qui incombe la décision finale, le rôle de guide pour la nation. Ainsi, dans un milieu stable, une femme est souvent bien supérieure aux hommes dans certaines fonctions dirigeantes, comme dans celle si glorifiée de chef de l'État, que ce soit un chef élu ou que cette fonction soit héréditaire. Cette possibilité qu'ont certaines femmes à diriger et surtout à gérer brillamment un État est directement en rapport avec leur programmation génétique de mère et de gestionnaire du foyer. En effet, la femme ne rentre généralement pas en politique pour les mêmes raisons que l'homme. Là où les hommes, par-delà leur idéalisme politique, recherchent souvent inconsciemment le pouvoir pour avoir les femmes et optimiser leurs chances de transmettre la vie, car la femme est inconsciemment attirée par l'homme de pouvoir qui pourra la protéger, la femme, quant à elle, rentrera le plus souvent en politique par idéalisme ou parfois pour un besoin de s'affirmer, mais rarement pour assouvir des désirs sexuels et posséder les hommes afin d'optimiser ses chances de survie, car l'homme, comme tout le monde le sait, n'est pas attiré par le pouvoir de sa partenaire, mais plutôt par son physique. La femme au pouvoir est donc généralement une fine gestionnaire, peu encline à la dépense ou à la corruption pour consolider ses alliances, et qui redistribuera le plus souvent avec parcimonie et équité l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent des taxes prélevées sur le travail du peuple, tout en recherchant le bien-être du peuple et son épanouissement comme une mère recherche le bonheur et l'équilibre de ses enfants. Malgré les grandes qualités intrinsèques à la femme qui semblent en faire le chef d'État par excellence, on pourrait s'interroger sur le fait que, sauf exception, ce sont les hommes qui dirigent les États depuis des millénaires. La raison en est simple et ne vient en aucun cas d'un désir de domination de l'homme sur la femme ou d'un complot masculin plurimillénaire pour empêcher la femme d'accéder au poste de direction. La cause de cette prédominance des hommes dans les fonctions de pouvoir, en dehors du fait que les femmes furent accaparées pendant des millénaires par leurs fonctions de mère, est que malgré que l'homme soit souvent injuste dans la récupération des taxes sur le peuple et leur redistribution pour le bon fonctionnement de l'État, et malgré sa propension au vol, à la corruption pour augmenter la puissance de ses alliances et sa capacité à éliminer sans pitié la concurrence par toutes les vilainies possibles, l'homme est par ses tendances brutales et immorales un grand connaisseur de la dangerosité masculine et bien souvent le seul à être capable de s'opposer à d'autres mâles prédateurs, cherchant par le biais de la politique et de la guerre à prendre le pouvoir et les femmes. Ainsi, par sa nature paisible et gestionnaire, la femme est la plus habilitée à gérer un État en période de stabilité et d'abondance, alors que l'homme, par sa programmation génétique de chasseur et de conquérant énergétique, sera le plus à même, en cas de crise, à défendre ou à conquérir un État en étant capable d'éliminer sans pitié ses adversaires. En conclusion, quand on parle de pouvoir et de politique, les femmes sont faites pour gérer l'équilibre et la stabilité, alors que l'homme est programmé pour gérer le combat, la défense ou la conquête afin de prendre et de conserver le pouvoir.